voitures américaines. Référence mondiale par leur technologie, leur style et parfois leur démesure, elles sont au cœur de la culture de ce pays qui s'est construit autour de l'automobile. L'automobile, c'est la 51e étoile du drapeau américain. C'est une religion avec le rock'n'roll, le western, le fast-food. On a vraiment cette culture de pouvoir tout faire avec sa voiture. C'est l'expression de la liberté. Le Tone, journaliste automobile, va nous raconter comment cette passion a donné naissance à la voiture moderne. Ça sent l'Amérique. Tout a commencé avec la Ford T, la voiture révolutionnaire qui a inauguré en 1908 la production de masse et entamé la motorisation de la planète. Ah ça y est, je suis en deuxième. Voilà. Ah ouais, c'est sportif. Autre véhicule de légende, la Jeep, l'ancêtre de nos 4x4, qui a vaincu les nazis et libéré l'Europe en 1944. Penche avec moi là, puis on pourra s'accrocher à l'arbre. Oh putain! Le Tone reviendra aussi sur l'âge d'or des années 50 et 60. L'époque du rock'n'roll et des fabuleuses Cadillac à ailerons qui ont fait rêver le monde entier. Et sur la mythique Ford Mustang de 1964, la voiture de sport la plus vendue de tous les temps. C'est la plus collectionnée au monde aujourd'hui. Il y en a même à l'île de Pâques. Ouais, il y en a partout. À la fin des années 60, l'Amérique a poussé encore plus loin le rêve automobile en créant des bolides de cinéma appelés muscle cars. Muscle pour les muscles qu'ils avaient sous le capot. J'adore quand t'accélères, elle se lève de l'avant là. Les moteurs musclés font partie de l'ADN de l'automobile américaine. Ils existaient déjà dans les années 30. C'est mon premier V12 américain. Et on les retrouve sur les voitures d'aujourd'hui, qu'elles soient à moteur thermique comme le Ford F-150 T'as vu la taille de la benne là? C'est plus grand que mon appart à Paris. ou à moteur électrique comme les bijoux technologiques de Tesla ou la Ford Mustang Mach-E GT. L'accélération, c'est génial l'électrique pour ça, les gens vont adorer. Voici les grandes heures des voitures américaines ou comment l'oncle Sam a inventé la civilisation de l'automobile et l'a exportée sur tous les continents. Quand on parle de l'automobile américaine, on pense d'abord à ça. Des véhicules lourds et spacieux conçus pour les grands espaces et les lignes droites qui n'en finissent pas. Des grosses cylindrées assoiffées d'essence comme si c'était de l'eau du robinet. Mais l'automobile américaine aujourd'hui, c'est aussi ça. Une voiture 100% électrique qui à première vue ressemble à une familiale classique. À l'intérieur, des équipements futuristes commandés du bout des doigts. Et à l'usage, des performances extraordinaires dignes des supercars les plus décoiffantes du moment. C'est la dernière génération de la Model S, le haut de gamme de la marque Tesla. Selon le constructeur, elle peut atteindre 100 km/h départ arrêté en à peine plus de 2 secondes. Plus fort que les Porsche, les Bugatti ou les Ferrari les plus puissantes. Le Tone a voulu essayer cette américaine qui nous projette dans un nouveau monde. À Clastres, dans les Hauts-de-France, il a privatisé une ancienne piste d'aéroport d'une longueur de 1650 mètres pour un test d'accélération. C'est Maxime Fontanier, journaliste et spécialiste de l'automobile électrique, qui va donner le top départ. Plus de 1000 chevaux, plus de 1500 Nm de couple, c'est pas tous les jours. Hein. Bon, monsieur Tone, on est prêt? Ouais Maxime, je suis prêt. Donc mode dragster, launch control. Launch control, pied sur le frein, j'accélère à fond. Launch control en préparation. Là, on est en mode guépard. Activé par le Tone, ce mode abaisse la suspension avant pour préparer la voiture à bondir. Launch control prêt, allez j'y vais. Ouais, je suis prêt. À vos marques, prêt? Wow. Partez! Oh la folie! Waouh, je suis à 220. Mollo, mollo, mollo. J'aurais pu monter jusqu'à 322 km/h, mais je pense que c'est bon. En termes de sensation, j'ai ce qu'il faut. Le Tone a atteint 100 km/h en 2 secondes 3. Pas très loin du chiffre annoncé par Tesla. C'est n'importe quoi. Quand tu accélères, tu as l'impression d'être dans un avion de chasse. Tu es écrasé à ton fauteuil, tu fais 2 fois et demi ton poids. Partez! 0 à 100
en 2 secondes 3. Moi, je pense qu'on est plus dans des chiffres proches de la Formule 1 que dans celui d'une voiture de tourisme. Cette prouesse tient à l'architecture particulière de la voiture. Elle est propulsée par 3 moteurs électriques, 2 à l'arrière qui actionnent chacun une roue et le 3e à l'avant. Dotés de rotors légers en carbone, ils développent ensemble plus de 1000 chevaux, autant que la plus puissante des Ferrari. La batterie, constituée de près de 8000 cellules cylindriques, occupe tout le plancher. Ce plancher est parfaitement plat, ce qui laisse de la place pour 5 personnes dans l'habitacle, un immense coffre de 800 litres à l'arrière et un deuxième coffre de 90 litres à l'avant. C'est à la fois une familiale confortable et une fusée sur roue, un cas unique dans l'univers des supercars. La S-Plaid, accessible en France à partir de 130 000 €, est la vitrine technologique de Tesla dont la gamme commence à 42 000 €. Elle témoigne de l'avance technologique acquise en moins de 15 ans par ce jeune constructeur, et pas seulement dans les moteurs électriques. Né en 2003 en Californie et racheté en 2007 par le milliardaire Elon Musk, Tesla a ouvert une nouvelle ère, celle des voitures propres et intelligentes. Ces voitures sont des sortes d'ordinateurs sur roues dont tous les composants, batterie, moteur et système d'aide à la conduite, s'améliorent en permanence par des mises à jour à distance, comme ceux d'un smartphone. La révolution de Tesla, c'est un petit peu la chose qui ne se voit pas, c'est la conception de tout ce qui est informatique dans le véhicule, avec des systèmes complexes, des ordinateurs très puissants, des semi-conducteurs qui ne sont pas ceux qu'emploient les autres fabricants. Tesla a mis très peu de temps finalement pour se développer. Regardez le nombre de modèles qu'ils ont lancés, le modèle Y, 3, etc. Et aujourd'hui, ils ont une gamme électrique conséquente, bien plus que n'importe quel constructeur. Deuxième test sur la piste de Clastres, cette fois avec le journaliste Maxime Fontanier. Alors, ça prend au trip, hein? C'est éprouvant, hein, physiquement, il se passe des trucs. Ben, je vais essayer en passager, je pense que c'est pire. J'allais te le dire. Launch control en préparation, t'es prêt? J'adore quand il y a marqué prêt, je suis prêt moi. Prêt, t'es prêt? Il faut prévenir, Toad! Ah ouais, pardon. 245. C'est quand même incroyable pour une voiture familiale d'arriver à des chiffres pareils, quoi. T'imagines, plus de 1000 chevaux, VMAX 322 km/h, 2 secondes 1 de 0 à 100 et tout, c'est complètement ahurissant. Et surtout exploitable au quotidien pour aller chercher la baguette tous les jours ou C'est partir ça. en vacances avec le chien. C'est monstrueux, ça n'arrête jamais cette voiture. Je dirais presque le 0 à 250 qu'on vient de faire, il est encore plus impressionnant. C'est ça qui est dingue avec l'électrique, c'est ce côté instantané, constant, jusqu'à la fin. Il n'y aurait pas l'électrique, ça n'existerait pas. Bah non, parce qu'une Bugatti, pour avoir des performances équivalentes, t'as que 2 places, t'es par terre, tu peux rien faire, quoi. T'as un énorme moteur thermique, qui est magnifique hein, au demeurant, mais qui n'a rien à voir avec cette voiture. Non, mais c'est un bijou. Alors que là, on a les performances d'un bijou de technologie, mais tout en ayant l'utilisation d'une voiture moderne. Et puis, bien, en dehors de la voiture et de son confort et de son côté familial, il y a tout l'aspect computer. C'est aussi un ordinateur roulant. Et c'est ça, je dirais, qui manque à la concurrence. Par exemple, la Porsche Taycan Turbo, Ouais. elle va t'offrir des sensations qui sont comparables, mais elle n'aura pas cette dimension informatique au niveau du système de gestion des batteries. Ça, là-dessus, ils enregistrent les datas et donc ils ont l'expérience et ils maîtrisent ça. Et c'est pour ça qu'elle offre le meilleur rapport performance-consommation de la catégorie. D'accord. Donc ils ont 10 ans d'avance, ils ont les datas et puis ils partent d'une feuille blanche. Donc ce qui est un avantage par rapport aux constructeurs, on va dire, de voitures thermiques qui doivent à la fois gérer la production des véhicules thermiques et en même temps se concentrer sur une toute nouvelle technologie et une technologie qui est beaucoup plus proche de celle des téléphones portables ou des ordinateurs. Que de l'industrie automobile Que de l'industrie, qu'on connaissait avant. Voilà. En 2022, la firme d'Elon Musk a vendu 1 300 000 voitures dans le monde, 5 fois plus qu'en 2018. Nouvelle référence de la voiture moderne, électrique et numérique, elle renoue avec l'esprit d'innovation qui a toujours fait la force de l'automobile américaine. Un siècle avant Musk, un autre entrepreneur avait révolutionné cette industrie et entraîné dans son sillage les constructeurs du monde entier. C'est Henry Ford, ce fils de fermier né en 1863 dans l'État du Michigan, près de Détroit et des Grands Lacs, qui a inventé la voiture pour tous. À l'âge de 12 ans, son père lui offre pour son anniversaire une montre qu'il va démonter et remonter dans tous les sens. Et c'est de là que son esprit scientifique va se développer
Lui, ce qui l'intéresse, c'est de tout démonter, de tout remonter, de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Peu intéressé par les études, Henry Ford quitte l'école à 16 ans pour travailler à Détroit comme apprenti dans des ateliers de mécanique. Il rêve déjà de se mettre à son compte. Il a été à un moment très intéressé par le fait de construire des montres à gousset en grande série. Il a même fait des calculs, à quel prix il faudrait les vendre pour qu'elles puissent atteindre une diffusion conséquente. Ça veut dire que dans sa tête, il y avait toujours l'idée de développer quelque chose dont tout le monde peut profiter. Mais à cette première passion en succède vite une autre. Lorsqu'il voit dans la ferme familiale les premiers véhicules à vapeur et découvre l'existence du moteur à essence, il est fasciné. De l'horlogerie à l'automobile, il n'y a plus qu'un pas. Tous ces pionniers de tous les pays du monde ont eu cette même révélation, le moteur à combustion interne. Ils se sont rendus compte que c'était là l'avenir. Il tombe amoureux de cette idée d'automobile et, un peu comme avait fait Louis Renault, dans son garage, il va essayer de monter une voiture. Durant des années, Henry Ford passe tout son temps libre sur ce projet. Et en 1896, il présente sa première voiture à essence. Un quadricycle muni de roues de bicyclette et d'un manche à balai en guise de volant. Ce prototype attire l'attention des investisseurs et permet au jeune entrepreneur de créer en 1903 sa société, la Ford Motor Company. Son idée est de faire de l'automobile, qui est alors un objet de luxe, un produit de grande consommation accessible à tous les Américains, des plus fortunés aux ouvriers. Le but de Ford, c'était de fabriquer un maximum de voitures et de gagner un maximum d'argent. En fait, il voulait sûrement dans son esprit faire comme les gens qui faisaient des carrosses ou des carrioles. On ne fait pas des carrioles pour les rois, on fait des carrioles pour le grand public. Toute sa vie va être orientée comme ça. Et donc, il faut être capable de produire le plus et le moins cher possible. Cette carriole motorisée des temps modernes naîtra en 1908. C'est la Ford T, la première voiture de masse de l'histoire. Pour la produire au moindre coût, Henry Ford va s'inspirer de l'organisation scientifique du travail imaginée avant lui par le théoricien de l'industrie Frederick Taylor, c'est-à-dire le système de la chaîne de fabrication où chaque ouvrier effectue toute la journée la même tâche prédéfinie. Le taylorisme existait déjà au début du siècle dans certaines industries, comme les abattoirs à Chicago. Mais Ford va pousser sa logique beaucoup plus loin. On peut dire que Henry Ford, il a développé le taylorisme jusqu'à son paroxysme en chronométrant toutes les tâches, y compris la plus petite, de manière à rationaliser la production et à ce que le moins de temps possible soit dépensé sur un poste de travail. Ce procédé de montage permet un abaissement des prix qui sera continu jusqu'à la fin du modèle en 1927 quand même. C'est tout à fait extraordinaire. C'est un concept commercial qu'on n'a jamais retrouvé ailleurs. Lors de son lancement en 1908, la Ford T était déjà la voiture la moins chère du monde, d'où son immense succès, 850 $, l'équivalent de 25 000 € actuels. Et en 1927, son prix n'était plus que de 260 $. Une baisse incroyable rendue possible par l'explosion des volumes de production. Et tandis que le prix de vente baissait, les salaires des ouvriers augmentaient. C'est une autre dimension de ce qu'on appellera plus tard le Fordisme. Henry Ford voulait que ses employés puissent s'acheter une Ford T, autrement dit, créer ses propres débouchés. Henry Ford a fait une chose qu'on ne fait jamais, c'est qu'il a doublé la paye des ouvriers. C'est-à-dire qu'en 1915, la journée de travail était à 2,5 $, il l'a mis à 5 $. Le lendemain de cette annonce, il y avait une masse de gens qui étaient devant les grilles de l'usine. C'était énorme. Henry Ford a une vision sociale. Naturellement, ce n'est pas un intellectuel. Néanmoins, il intègre avec cette capacité très pragmatique tout ce qui peut fournir un carburant nouveau au rêve américain. Toutes les classes sociales, toutes les minorités ont accès à l'automobile. Et donc vous avez derrière l'automobile un pacte social qui se joue. Et la Ford T est le vecteur de ce pacte social. Cette voiture va faire de Ford pendant très longtemps le premier constructeur automobile mondial. Elle séduit par son prix, mais aussi par sa simplicité, sa robustesse et sa polyvalence. Au cours de ses 19 ans de carrière, elle sera produite à plus de 16 millions d'exemplaires. Un record qui ne sera battu qu'un demi-siècle plus tard par la coccinelle de Volkswagen. Modèle unique de Ford, la T possédait un châssis très simple en acier et vanadium, un métal inédit à l'époque, extrêmement résistant et léger,
avec un bloc moteur 4 cylindres et 4 roues qui étaient au début en bois. Plusieurs variantes de carrosserie étaient proposées par Ford ou des carrossiers indépendants. 4 places décapotables ou touring, la version la plus vendue. Berline 4 places à toit rigide. Coupé 2 places. Ou même pick-up. Il existait aussi une version renforcée et allongée du châssis appelée TT pour les utilitaires et les camions. Dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, sur le parvis d'un ancien pavillon de chasse, 3 variantes de la Ford T ont été réunies par Thierry Dubois, collectionneur et grand spécialiste de cette icône de l'automobile. L'ancêtre des voitures modernes n'est pas aisé à piloter. Pour son apprentissage, le Tone a choisi ce speedster fraîchement restauré, une version sportive de la T. Thierry, je crois que pour un esprit actuel, c'est très dur à conduire une Ford T. C'est un peu compliqué, mais il faut oublier ce qu'on a appris. D'accord. Et repartir à zéro. Faut repartir mais à sinon, zéro. c'est tout simple. Mais en même temps, repartir à zéro avec une Ford T, c'est logique parce que quelque part, c'est une des premières voitures existantes dans le monde. C'est quand même la voiture qui a été élue voiture du siècle au XXe siècle. Et c'est pas un hasard. Ça, c'est parce que tu es fan que tu dis ça. Non, dès qu'on roule en Ford T, on devient fan. Ah oui, vraiment? Ah oui, c'est fabuleux comme auto. C'est une voiture américaine, hein, gros moteur, qui tourne pas vite, beaucoup de couple, pas beaucoup de puissance. Et donc, si on veut aller vite, on allège la voiture. D'accord. Ford, il veut un truc pratique, simple, pas cher. Tout est en douceur dans cette voiture. C'est ça qui est marrant. Toutes les contemporaines, on passe des vitesses en craquant, en faisant ce qu'on peut pour passer. Là, tu vas voir, c'est une boîte semi-automatique. Tu lèves le pied, hop, elle passe en seconde. Et il y a 2 vitesses. 2 vitesses. Bah, logiquement, embrayage, frein, Non, accélérateur. non. Je savais, mais j'ai voulu faire quand même le néophyte, mais je sais que c'est compliqué. C'est pas compliqué, justement. C'est tout simple. Bon, il y a donc un accélérateur qui est au volant. Ouais. Là, tu décélères et là, tu accélères. Voilà, c'est ça. Ok. Il y a une pédale à gauche. Quand tu appuies, tu passes en première. Quand tu relâches, ça passe en seconde. Génial. C'est tout bête. Très pratique. Là, c'est la marche arrière. Ok. Tu appuies, tu pars en marche arrière. Ouais, logique. Et ici, c'est un frein sur la transmission. D'accord. Donc, il ralentit par conséquent la voiture. Il bloque. Le seul problème, c'est que si tu le bloques comme tu as un différentiel, tu auras une roue qui ne se bloquera pas. Donc, la voiture va partir en travers. Ah oui. C'est une époque où il n'y a pas de circulation, donc on n'a pas besoin de freiner brusquement. Il n'y a pas d'arrêt d'urgence, Voilà, il n'y a pas on roule. d'évitement. On roule, on s'arrête sur les lents. Et le levier qui est à gauche, ici, voilà, quand tu le tires à moitié, ça débraye. Et quand tu le tires plus, ça freine les roues arrière. D'accord, très pratique. Bah, quand on sait, ça va. C'est ce qui fait peur dans cette voiture, c'est que son état normal, quand on fait rien, elle roule. C'est comme une boîte auto qui serait tout le temps en D. D'accord, je Donc vois si on très lâche bien. tout, ça roule. On peut l'empêcher de rouler, mais si on lâche, ça roule. On peut regarder un peu le C'est de ce moteur. côté-là le plus intéressant. C'est basique, hein. Ici, déjà, il y a un accessoire d'époque qui est très pratique. C'est une boîte à saucisses. On met ses saucisses. Non, c'est une vraie boîte à saucisses. Ah, c'est une boîte à saucisses. Non. Tu mets un peu d'eau, des saucisses, tu roules avec la chaleur d'échappement. C'est cuit. À midi, c'est cuit. Non. C'est un accessoire d'époque. On pourrait mettre des pommes de terre? Non, Par c'est exemple, un tout. vrai accessoire d'époque ou c'est un truc que vous avez fabriqué? Non, mais on les refabrique aujourd'hui, mais c'était déjà à l'époque. C'était une option qu'on pouvait Voilà, avoir. un accessoire. Ah oui, puisqu'il est pile sur l'échappement. Sur la pile là. d'échappement. Ouais, ouais. Et ça? Vas-y, donne un bon coup dessus. Ah, c'est mignon ça. Mignon, hein, Comme mignon. un tram. Ah ouais. C'est pas agressif. C'est l'heure de vérité pour le Tone. On va voir s'il a bien compris les instructions de Thierry. Bon, alors Thierry, je peux la démarrer? Non, tu veux la démarrer, je suis sûr. Je vais te donner un coup de main Ok, pour éviter de la noyer. d'accord. Ça, tu tires à fond. Je tire à fond. Je mets le contact. Ouais. Attention, l'accélérateur, il n'est pas à 0. Voilà, tu remontes l'avance. J'ai remonté Tout vers l'avance. le haut. À la limite de caler. Viens avec moi, viens avec moi. Donc tu appuies sur la première en accélérant doucement. En accélérant quand même. Attends, j'ai peur. Ok. Là, en fait, ça roule. C'est les moments que je préfère quand je vais insister un petit peu pour essayer une voiture. La Ford T, je pense que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû insister pour l'essayer. Je crois que c'est la voiture la plus compliquée que j'ai jamais conduite. Mais ça roule vite là. Ouais. Coupe l'accélérateur, mets le levier vers l'avant, lâche le pied. Ah, ça y est, je suis en deuxième. Voilà. Ah ouais, c'est sportif. C'est une bonne école hein, à prendre la Ford T sur Paris. Ouais. Heureusement qu'il n'y avait personne parce que sinon... En fait, ces voitures sont très marrantes à utiliser dans les grandes étendues du Nevada, mais dans la circulation et la banlieue parisienne, il n'y a pas pire. Il n'y a aucune voiture actuelle qui freine aussi mal, donc forcément, s'il y a un obstacle devant nous, ça devient un vrai danger. Puis en fait, avec toutes les pédales inversées,
Faut mettre son cerveau en mode ancienne et c'est ça le plus compliqué. Alors pour passer en première, eh ben voilà, je suis en première. Ah, je viens de comprendre. Et donc là, si je lâche, je suis en seconde. Bon, en fait, il faut jouer avec l'embrayage, les freins, la tête, les yeux, le nez, les fesses. Le risque, c'est quand tu commenceras à prendre confiance. T'inquiète. Et qu'il arrive quelque chose, c'est toujours ce qui surprend, quoi. Ouais. À l'usage, comme tout objet mécanique, quand on s'habitue, on sait s'en servir. Et on comprend mieux pourquoi elle a été fabriquée si longtemps. Les gens qui en avaient ne voulaient pas passer à une voiture plus moderne qui paraissait pour eux beaucoup plus difficile à conduire que la Ford T, qui est un enfer aujourd'hui pour quelqu'un qui a l'habitude d'une voiture moderne. Après, être sur une voiture aussi vieille, ça a un charme dingue. On va doubler! Avec la Ford T, les États-Unis deviennent avant la Première Guerre mondiale le premier pays producteur d'automobiles au monde, loin devant la France qui faisait jusque-là la course en tête. Et il n'y a pas que Ford. Tous les autres constructeurs américains vont alors se lancer dans son sillage en adoptant les mêmes méthodes de production et connaître un formidable essor. Le premier d'entre eux est un ancien fabricant de chariots, William Crapaud Durand, qui a entrepris de regrouper plusieurs constructeurs de la région de Détroit pour faire des économies d'échelle. Pontiac, Oldsmobile, Chevrolet ou encore Buick tombent tour à tour dans son escarcelle. Sans oublier Cadillac, qui porte le nom du français Antoine de Lamotte Cadillac, fondateur de la ville de Détroit au XVIIIe siècle. L'ensemble est baptisé en 1908 General Motors. L'idée de Durand avec la General Motors, c'était de pouvoir vendre des voitures absolument à tout le monde, quelle que soit la classe sociale. Toutes les marques avaient une cible sociale très précise. La General Motors Corporation crée le concept de gamme non seulement interne aux marques, mais également de gamme de marques, parce que c'est un conglomérat qui juxtapose les marques de luxe, Cadillac, Oldsmobile relativement, et puis des marques beaucoup plus populaires, comme Chevrolet. Cette stratégie multimarque dans laquelle Ford a longtemps refusé de s'engager va faire merveille. Au cours des années 1920, la motorisation de la société américaine s'accélère et le groupe General Motors grandit à toute vitesse. En 1926, après avoir racheté l'allemand Opel pour s'implanter en Europe, il dépasse Ford, dont la T commence à vieillir, et devient le nouveau numéro 1 mondial. L'autre constructeur qui émerge à cette époque est Chrysler, fondé en 1925 par un ancien de Buick, Walter Chrysler. Son idée, c'est de viser l'excellence par rapport au prix. Ce sont des voitures qui sont bien construites techniquement, qui présentent certaines innovations, donc déjà un moteur 6 cylindres avec une pompe à huile, une lubrification sous pression, ce qui a fait que ça a tout de suite marché, qu'il a tout de suite vendu des quantités de voitures importantes et qu'il a pu développer ce groupe Chrysler qui est devenu ce qu'on connaîtra par la suite. Chrysler va se hisser en quelques années au 3e rang derrière General Motors et Ford, formant avec eux les Big Three, les 3 géants de Détroit qui domineront l'automobile mondiale pendant plus de 50 ans. La concurrence intense entre les Big Three a pour effet de stimuler l'innovation au cours de cette période, même pendant la grande crise économique des années 1930, qui va fortement ralentir les ventes. Les constructeurs américains inventent alors les nouvelles technologies automobiles qui vont s'imposer dans le monde entier jusqu'à la fin du XXe siècle. Les voitures sont de plus en plus puissantes et plus sûres. La sécurité s'améliore avec par exemple l'arrivée du verre Securite qui se fend mais ne se brise pas en cas de choc. Et à partir des années 30, le design évolue vers des formes plus aérodynamiques. L'aérodynamique, ça va être la première chose qui va faire évoluer le style des automobiles vers autre chose que les boîtes à chaussures carrées. On va voir des calandres qui ne sont plus plates mais qui sont en V, fendues par leur milieu, des ailes qui entourent de plus en plus les roues avant, voire les roues arrière. Un des modèles du genre est la Chrysler Airflow de 1935, une voiture d'avant-garde dont les lignes en forme de gouttes d'eau ont été pour la première fois étudiées en soufflerie. De son côté, General Motors a créé en 1927 un bureau intégré de style pour dessiner tous ces modèles. Ce département a été confié à un designer de génie, Harley Earl, qui deviendra par la suite le pape du design automobile mondial. Une de ses plus belles réalisations d'avant-guerre est la Cadillac V16 de 1930, le carrosse de prestige de General Motors qui rivalisait avec les Rolls et les Bugatti de son époque. Outre ses lignes magnifiques,
Ici, dans sa version décapotable, cette voiture avait pour particularité un trésor sous son capot. Le plus gros moteur jamais monté en grande série, un V16. Un monstre de 16 cylindres disposé en V au lieu du V8, qui était jusqu'alors la norme dans le luxe, et du 4 cylindres en ligne des autos ordinaires. Avantage, une souplesse et un silence incomparables. En 1931, Cadillac a équipé la même voiture d'un V12, un peu moins coûteux que le V16, avec ses 4 cylindres en moins, mais tout aussi exceptionnel. Aujourd'hui, rares sont les Cadillacs des années 30 en état de rouler. Le Tone a pourtant déniché un cabriolet 4 places V12 de 1931 en Normandie, dans un quartier chic de Deauville. Il va pouvoir l'essayer avec Mathieu Lamour, directeur de la maison de vente Arcurial et fin connaisseur des voitures américaines. Es-tu bien installé? On est très bien en fait, je suis étonné parce que j'aurais pas eu l'idée de me mettre dans le coffre a priori. Mais cette trappe, à quoi servait-elle? Alors cette trappe, toi qui es golfeur, elle sert tout simplement à insérer son club de golf. Mais oui, pour aller jouer, pour éviter d'ouvrir cette partie qui est très lourde, ce rumble seat dans lequel tu es assis. Ça s'appelle un rumble seat? Oui, absolument. Il y a 3 marches qui sont disposées ici pour permettre de ne pas abîmer la carrosserie. Je vais essayer de sortir avec élégance. Veux-tu de l'aide? Non, je te remercie. Ce sera... Non mais on parle de golf, mais à l'époque aussi, on peut parler de contrebande, de mitraillette, parce que c'était la voiture des gangsters aussi. Tu ne crois pas si bien dire, puisque le célèbre Al Capone, évidemment, a usé plus d'une Cadillac. On est en pleine époque de la prohibition aux États-Unis, mais aussi on est en pleine période de crise. On se souvient évidemment crise de 29. Du 24 octobre 1929, la crise de 29, et pourtant apparaît pour la première fois dans une voiture de série le moteur V12 dont cette Cadillac est équipée. Et puis on voit surtout un design extraordinaire que l'on doit déjà à un certain Harley Earl. Qui fera toutes les Cadillacs après? Qui fera toutes les Cadillacs après, et il va complètement remanier le dessin de ces fameuses voitures. C'est une voiture extrêmement impressionnante. Et toutes les grandes stars venaient recevoir leurs Oscars à Hollywood dans ce type de voiture. Elles venaient à la soirée des Oscars, comme ça. Voilà, une voiture carrossée évidemment par Fleetwood. Ouais. On est vraiment dans la voiture d'exception. Il faut savoir que ce modèle 370A, à l'époque, bien était le pace car des 500 miles d'Indianapolis. Non. Mais oui. Ça, sur un circuit? Mais oui. On a du mal à l'imaginer. Hein. Mais ce sont des voitures extrêmement performantes. Il ne faut pas oublier que ce sont des voitures qui montent à 140 km/h. Mais surtout, ce qui est fabuleux, c'est le moteur. Il est là. Alors que l'on ouvre un côté ou l'autre, c'est pareil. C'est magnifique, mais quelle œuvre d'art. Wow. Grosse cylindrée, celui-ci de 6 litres 3, et donc fait à peu près 130-140 chevaux. Ah oui, un V12 de 140 chevaux. Oui. Aux États-Unis, les moteurs V8, V12, V16, ce qui est important, c'est le couple. Le rêve américain. Le rêve américain, il est là. De la réussite. Dans les années 30. C'est mon premier V12 américain. Jamais conduit de V12 américain. Hein. Alors là, tu imagines, tu sors de ta propriété à Beverly Hills, tu prends le volant de ta Cadillac convertible de porte. Pour aller au golf. Pour aller au golf. On se retrouve en plein dans les années 30. C'est un voyage dans le temps, c'est extraordinaire. Tu vois le couple. Ah non, mais c'est hyper souple. Et puis comme ça, tu peux aller, parce que c'est une boîte de 3 vitesses, tu peux aller à 135 km/h à peu près. C'est quand même un gros bateau là, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce que tu en penses de la tout est facile, direction hein. C'est vrai. Ouais, elle est assistée. Oui, quasiment. Quasiment. Faut pas oublier que c'est une voiture qui pèse entre 2 tonnes 4 et 2 tonnes 8 selon les carrosseries. C'est quand même un poids assez conséquent. En même temps, on entend ce V12 ronfler. C'est très agréable, très rond. Ça devait être génial de faire la route là-dedans. Tu m'étonnes que ah oui, bien ça sûr. donnait envie d'être contrebandier, quoi. Je suis Al Capone, t'es mon bras droit. Exactement, ou Rockefeller. Ouais, Rockefeller, ouais. C'est vrai que c'est pas mal Rockefeller. On a dit que Cadillac était le laboratoire de la General Motors. D'abord, les freins hydrauliques sont arrivés très vite. Et puis, regarde les finitions, le bois précieux, le cuir. Et puis, regarde, à l'époque, déjà, il y avait le chauffage. Hein, tu pouvais régler là, depuis le tableau de bord. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu refermes le capot, tu te dis je vais conduire un dragster certes très luxueux, habillé de cuir et de bois et de tôle parfaitement ajustée.
Et en fait, non, c'est vraiment la définition du luxe dans les années 30. Et aujourd'hui encore, je crois que c'est la norme. C'est-à-dire silence de fonctionnement, énorme souplesse d'utilisation. En fait, on est collé au fauteuil, mais c'est pas violent, c'est juste agréable, comme un avion qui décolle. C'est une voiture qui est assez rare aujourd'hui. J'étais bien content de l'essayer. Et je pense que j'aurais été plus vedette de cinéma que gangster, par contre. En 1941, quand les États-Unis entrent en guerre, tous les constructeurs américains transforment leurs usines pour produire du matériel militaire. Leur puissance et leur réactivité vont s'avérer décisifs et conduire à la victoire finale contre l'Allemagne et le Japon. Le véhicule le plus emblématique de cette reconversion éclair est la Jeep, un mot qui va entrer dans le langage courant. Il aurait pour origine le surnom que lui avaient donné les soldats américains en référence à un compagnon de Popeye, le dessin animé le plus populaire de l'époque. Popeye, qui passait dans tous les cinémas où tous les bidasses allaient, avait un petit animal, une espèce de chien curieux qui s'appelait Eugène le Jeep. On est quasiment certain que c'est là, vraiment, la vraie origine du nom de cette Jeep, parce qu'elle était partout, comme Eugène le Jeep était partout et ennuyait Popeye. Tout a commencé par un appel d'offres lancé en 1940 par l'État fédéral qui se préparait déjà au conflit avant l'attaque japonaise de Pearl Harbor. L'objectif était d'équiper les GIs d'un véhicule tout-terrain léger dans la perspective d'un débarquement en Europe ou en Asie. Contre toute attente, c'est un petit constructeur du Maryland, Willis Overland Motors, qui l'a emporté. Son prototype très innovant fut jugé le mieux adapté aux besoins de l'armée par sa simplicité, sa robustesse et sa polyvalence. Premier 4x4 de grande série de l'histoire, la Jeep verte olive fut d'abord construite par Willis. Et comme ces usines ne suffisaient pas pour répondre aux commandes, une partie de la production fut rapidement confiée à Ford. C'est surtout ce que ce véhicule a représenté en 1945 qui a fait sa légende. La victoire du monde démocratique sur le nazisme et l'avènement de la superpuissance américaine. La Jeep, c'est quand même le symbole du débarquement américain en France, le symbole de la libération. On voit arriver des Américains avec des voitures inédites qu'on n'a jamais vues auparavant. C'était un nouveau monde qui s'offrait à nous. On a des centaines de photos de femmes qui sautent au cou des soldats américains lors de la libération de Paris. C'était vraiment le retour de la liberté. Aujourd'hui encore, toute une communauté de collectionneurs continue à vénérer ce 4x4 mythique, et notamment en France. Dans l'Essonne, au sud de Paris, l'automne a rendez-vous avec Auguste Damour chez Jeep Village, un garage spécialisé dans la restauration de Jeep anciennes. Hello Auguste, comment vas-tu? Bonjour Tone, ça va? Ouais, regarde, ils la mettaient ici le drapeau. Quand ils ont libéré la France, raconte-nous l'histoire de cette voiture merveilleuse que les Français ont découvert avec la liberté. Et on est devant cette magnifique Jeep Willys MB. Il y a eu 640 000 exemplaires de produits, notamment 300 000 de Willys et à peu près 300 000 de Ford. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'ils ont construit plus de 640 000 exemplaires en 3 ans. Exactement. C'est une et force qu'ils ont incroyable. conçu cette voiture-là, dessinée en 5 jours, ils avaient déjà le dessin de la voiture, Ouais. et en 60 jours, ils avaient déjà le prototype. En même temps, elle n'est pas très dure à dessiner. Pas très dur à dessiner. Et c'est aussi ce qui fait son charme, et c'est pour ça qu'elle est devenue iconique. C'est parce qu'elle est simple et reconnaissable immédiatement. Les Jeeps d'aujourd'hui, elles ont un peu la même forme. Exactement. Et la conception est très basique. Ils récupéraient des pièces, le moteur existait déjà, ils ont récupéré les ponts, les boîtes, tout ça. C'était juste de l'assemblage. Ils piochaient à droite à gauche pour faire une voiture rapidement. Il fallait que cette voiture, elle soit simple d'usage, d'entretien, fiable. Un des éléments du cahier des charges, c'était la vitesse qui devait être de 60 miles, donc 80 minimum. Enfin, il fallait qu'elle puisse aller à 60 miles quand même. Sur le plan technique, il faut voir que la Jeep, elle se compare à rien. Parce que c'est pas l'Austin qu'on avait dans l'armée anglaise, c'est pas la Volkswagen Kübelwagen qu'on avait dans l'armée allemande. Le moteur est plus puissant, la capacité d'emport de tractage est vraiment importante. Donc on a un véhicule qui est totalement nouveau et qui va devenir d'ailleurs le standard des petits véhicules de liaison qu'on va avoir dans les armées après la Deuxième Guerre mondiale. Pour faire découvrir à l'automne l'architecture mécanique de la Willys, Auguste a sorti des réserves un châssis nu des années 1940. Pour que tu comprennes mieux, waouh, j'adore. Je t'ai ramené une maquette à l'échelle 1. Tu remarqueras que tout a été découpé soigneusement pour montrer en fait tous les éléments de la Jeep. J'adore ça. Donc du châssis jusqu'au radiateur, jusqu'à l'amortisseur arrière, tout a été découpé. Il y a même un fauteuil. Et donc là, tu peux voir cette conception ancienne, mais qui est relativement simple, du moteur, donc 4 cylindres comme ça, avec les soupapes latérales. Là, boîte de vitesse.
et la boîte de transfert. C'est hyper simple, 3 vitesses. Qui est l'un des premiers 4x4 de série en fait. Ouais. Donc tu vois, tu avais une propulsion mais que tu pouvais très bien enclencher le pont avant, ça se passe à ce niveau-là. Tu as les pignons qui se décalent et ça enclenche le pont avant. Et tu passes en 4 roues motrices. Et tu passes en 4 roues motrices et pareil pour passer en vitesse lente. En plus de sa mécanique increvable, la Willys regorge d'ingéniosité et d'accessoires inédits pour l'époque. Bon regarde Tone, je vais te laisser dévisser ce petit papillon. Le papillon là. Et je vais te montrer l'innovation de l'époque en 40 parce qu'ils n'avaient pas l'iPhone pour mettre le flash en cas de panne en pleine nuit. Ouais. Du coup, ils dévissaient ce papillon. Ah bah j'ai compris. Et ils retournaient le phare. Mais ça c'est génial. Et t'éclairais et tu pouvais enlever le moteur et en remettre un autre assez rapidement. J'aurais adoré être là dans le bureau d'études le jour où ils ont eu l'idée de faire ça. Et si on reste sur les phares, je vais te donner deux autres spécificités de cette voiture. C'est qu'elle est équipée de feux blackout. Ils sont ici. Tu vois ces petits yeux de chat là et ça ici. Regarde, je vais te l'allumer. On dirait des pièces modernes. Non, c'est pas des clignotants LED, mais tu vois, regarde, ça te fait un tout petit faisceau lumineux. Ah oui, tu sais pourquoi? Non. C'est pendant les convois, quand les jeeps convoyaient de nuit, pour pas être repérés par les avions, parce que les feux éclairaient trop fort, ils allumaient ces petites lanternes qui font un faisceau, mais à 5 mètres. Et en fait, les jeeps sont équipés de catadioptres à l'arrière et sur le côté. Ça te permettait de suivre la voiture de devant. Et de savoir à peu près à combien t'étais de la voiture. Sans trop être repéré par l'ennemi. Moi, j'en ai vu souvent aussi sans pare-brise des jeeps. Alors, effectivement, tu peux déjà, regarde, si tu dévisses ce papillon, et là, tu prends l'équerre qui est ici, hop, tu pouvais avoir la clim. Génial. Comme ça. Et si tu avais encore trop chaud, t'enlèves ça, comme ça. Ah, j'adore ça. Voilà. Et ça, regarde là, tu as des petites attaches. Et hop, et tu viens bloquer le capot comme ça. Et là, tu as vraiment la voiture. C'est la liberté totale. La sensation de liberté quand tu la conduis comme ça. Et il y a des poignées pour s'accrocher. Et non, t'as des poignées pour la déplacer. Elle fait 1 tonne, donc à 4 soldats, hop, ils la soulevaient, ils la déplaçaient et... quand elles étaient embourbées. On connaît tous la Jeep, on l'a tous déjà vue. Et si on ne regarde pas précisément, on ne voit pas que c'est une voiture super astucieuse. C'était une voiture de crise. Il fallait vraiment obtenir le maximum de 4 roues, d'un peu d'espace, d'un peu de carrosserie pour pouvoir se déplacer vite, intervenir rapidement. Et en fait, toutes ces contraintes et toute la tension qu'il y avait à l'époque ont créé cette voiture qui est une icône aujourd'hui. Et l'auto n'a encore rien vu. Son baptême du feu au volant de la Willys lui réserve d'autres surprises. Donc là, pour le moment, Tone, t'es en 2 roues motrices. 2 roues motrices. Et en vitesse rapide. Là, on va être tranquille, c'est fastoche. Hein. Pour une Jeep. Tant que tes ponts ne reposent pas sur le sol et que tes 4 roues ne tombent pas dans le vide, t'es bien. Oh là, il y a des gros trous là. Allez, on y va. Eh, c'est passé. Hein. Même en 2 roues. Ah, là, par contre, il faut prendre un peu d'élan, je pense. Ah, on patine un peu là, dans la montée. Ça drift. Là, il y a l'exemple parfait pour passer en 4 roues motrices. C'est-à-dire qu'on va enclencher le pont avant et tu vas remonter celle-là pour passer en vitesse lente. Là, tu es en 4 roues motrices, boîte courte. En juin, le plus grand héros de tous les temps est de retour. Sous l'eau. C'est comme des serpents. Dans les airs. Et sur Terre. Indiana Jones et le cadran de la destinée, le 28 juin au cinéma. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Passons au reconditionné avec Orange et du 22 au 28 juin, profitez de bons plans. Orange. Strongest taste. Ah, Florence, c'était... Et ça, c'est Stéphania, notre hôte. On a pris une chambre chez elle et tous les matins, on avait le droit à son super café. Elle avait toujours des bons plans. Genre, faut absolument aller là. Quand on parlait d'un truc et qu'elle faisait son « Oh !» Là, ça voulait dire qu'on avait vraiment visé juste. D'accord, normalement on grimpe aux arbres. Donc là, tu dois grimper aux arbres. Allez. Ah bah ouais. T'as vu la différence? Ah ouais. Très légère pour sa catégorie, seulement 1 tonne, et incroyablement maniable, la Willys peut gravir en mode 4 roues motrices des pentes à 60%, du jamais vu à son époque.
Vas-y, penche avec moi là, puis on pourra s'accrocher à l'arbre. Ouais, tranquille. Oh, 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 oh. Ça va? Ça a penché d'un coup. Ça a penché d'un coup. Allez. On y va là? On y va. Ah, j'aime pas trop. Hein. Allez. Let's go! Vas-y, pas mal! C'est bien ça! Pas mal. On est bien là! On s'est pris assez vite au jeu. C'était rigolo parce que même Auguste, qui connaît très bien cette voiture, était surpris de ses capacités. Il y a une carte à jouer là-dedans. Faut que je me mette au trapèze. Ouais. La voiture s'est sortie de toutes les situations. On comprend pourquoi ça a été un vrai plus dans la libération de la France et on comprend aussi pourquoi elle est restée une telle icône. Elle est toujours d'actualité en termes de franchissement, de passage off-road et c'est ça qui est le plus étonnant avec cette voiture, c'est que c'est un petit truc mignon militaire mais qui peut faire beaucoup. Un bon élan en deuxième et tu vas. Vas-y. Yes! C'est ça que je kiffe moi! Auréolé de ses exploits militaires, le 4x4 qui a vaincu les nazis va connaître après la guerre une brillante carrière sur tous les champs de bataille, mais aussi dans le civil. Les premières versions destinées au grand public ont été commercialisées dans les années 1950 et Jeep est devenu progressivement une vraie marque, spécialisée dans les véhicules de loisirs. On a chez Jeep une évolution avec les premiers modèles qu'on appellera les Jeep Cherokee, les Jeep Wrangler. Et actuellement, Jeep reste toujours dans l'innovation. Et la dernière qui vient de sortir est une Jeep 100% électrique. Lorsqu'on veut vraiment avoir l'image de l'automobile américaine, l'évasion, les grands parcs, le Grand Canyon, on associe ça à une Jeep. Aujourd'hui, les 4x4 hérités de la Willys connaissent un succès planétaire. C'est une des marques les plus rentables du groupe Stellantis qui a absorbé Jeep en 2021. Après la victoire de 1945, commence pour les États-Unis une période fantastique d'élévation du niveau de vie. Bien avant les Européens, qui pensent alors leur plaie, les Américains entrent de plein pied dans la société de consommation où l'automobile occupe une place centrale. L'extension du réseau autoroutier facilite la mobilité entre tous les États de l'Union. L'habitat et les centres commerciaux se développent à la périphérie des villes. Et les familles jusqu'aux plus modestes ne peuvent plus se passer de leur voiture. L'automobile prend aussi une dimension culturelle. Elle ne sert plus seulement à se déplacer, elle devient un marqueur social et symbolise un nouveau mode de vie, l'American Way of Life. Le constructeur qui a le mieux compris cette évolution est General Motors. Le géant de Détroit est alors dirigé par Alfred Sloan, le successeur de William Crapaud Durand. Son idée est de soigneusement différencier ses marques pour accompagner chaque client dans son ascension sociale. L'ouvrier de base qui achète GM, on va le fidéliser. S'il évolue un petit peu dans sa vie, il va passer de la Chevrolet à la Pontiac, de la Pontiac à l'Oldsmobile. S'il commence à gagner vraiment de l'argent, il va acheter une Buick, qui est quand même une marque de luxe, mais qui n'est pas encore la marque de prestige, qui est Cadillac. Alfred Sloan est aussi l'inventeur de ce qu'on appellera plus tard l'obsolescence programmée, ou le vieillissement dynamique qui consiste à renouveler en permanence les modèles pour susciter le désir des clients de changer de voiture. Le vieillissement dynamique, c'est de s'arranger pour modifier le dessin des automobiles chaque année, de manière à ce que le nouveau modèle paraisse plus moderne, alors qu'il n'est pas forcément fondamentalement différent. Ce renouvellement permanent, systématique à partir de 1950, repose en effet principalement sur les formes des carrosseries. C'est là qu'intervient un autre personnage légendaire de l'automobile de cette époque, Harley Earl, bras droit d'Alfred Sloan et patron du bureau de style de General Motors pendant 30 ans. Quand il a pris sa retraite en 1958, on estime qu'il y a 50 millions de voitures qui ont été construites sous son autorité. C'est quand même un chiffre étonnant. Artiste génial, ce carrossier californien est à l'origine de l'esthétique parfois extravagante des voitures américaines de l'après-guerre. Il a notamment créé les premiers concept cars de l'histoire, comme l'étonnante Buick Y-Job, présentée en 1938, dont les lignes futuristes avaient 20 ans d'avance. Ou la Buick Le Sabre de 1951, un ovni doté de technologies ultramoderne qui inspirera des générations de designers.
On doit aussi à Harley Earl les grosses voitures ostentatoires dotées d'ailerons à l'arrière de plus en plus proéminents jusqu'à la fin des années 50. La General Motors avait une division Allison qui faisait des moteurs d'avion. Et les P-38 double fuselage Harley Earl a eu l'occasion de les voir en proto sur un champ d'aviation militaire. Il a vu ces petits ailerons arrière stabilisateurs. Il a dit ça c'est formidable. Formidable comme ces créatures roulantes qui vont faire de General Motors une machine à rêve et marquer l'âge d'or des belles américaines. En plus des effets de style inspirés de l'aéronautique, il y avait des palettes de couleurs assez impressionnantes, des couleurs qu'on n'imaginerait même pas aujourd'hui. À l'époque, on pouvait acheter une Cadillac rose, ou alors si elle était rouge, et l'intérieur était rouge aussi. Si elle était verte, on avait les intérieurs verts du sol au plafond. Beaucoup de chrome aussi, des pare-chocs très chromés, des enjoliveurs chromés partout. C'est vraiment une débauche totale. Pour présenter ces nouveautés, General Motors organisait chaque année dans toutes les villes américaines des salons itinérants appelés Motorama, avec des animations à grand spectacle, comme dans les comédies musicales, sauf que les stars étaient ici des voitures. C'était un peu comme un cirque qui se déplaçait de ville en ville pour montrer les innovations de la General Motors en termes automobiles, bien entendu, mais dans tous les domaines d'activité de la General Motors. Il y avait bien entendu des prototypes, tous plus délirants les uns que les autres, qui marquaient vraiment chaque événement de chaque année. Appelées slonisme, ces méthodes commerciales dureront jusqu'à l'orée des années 1960. Tous les autres constructeurs américains vont s'en inspirer et copier avec plus ou moins de succès le style flamboyant de Harley Earl. Parmi ces chefs-d'œuvre figurent beaucoup de Cadillac, dont ce cabriolet de 1955 et ce coupé de ville de 1959. Deux modèles incroyables qui attendent l'automne sur la plage de Deauville avec leur propriétaire Ludovic Barou et l'expert d'Arcurial Mathieu Lamour. Alors là, tu es matching colors. Exactement. Avec cette sublime Cadillac. Imagine que je suis un directeur du marketing dans les années 60 et que nous venons de sortir cette magnifique Cadillac et qu'il faut s'habiller assorti avec les feux et la carrosserie. Voilà, c'est parfait pour la pub. Alors Cadillac ou Cadillac? Cadillac en France et Cadillac aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très extravagante, cette voiture, mais elle sert un peu de drapeau étendard à General Motors dans sa guerre contre Ford aussi. On est vraiment dans le top du top de ce qui se faisait aux États-Unis. 1959, cahier des charges, l'année de la conquête spatiale. Il fallait que ça fasse penser à la conquête spatiale. Ah ouais. Et donc, on a L'ogive. des ailes totalement extravagantes et qui montent très haut. On a carrément des ogives, on dirait des bouts de fusée. C'est le vaisseau spatial de Flash Gordon. Des chromes absolument partout. Il faut savoir que Harley Earl, à l'époque, dessinait chaque accastillage, chaque partie De la voiture. Oui, oui, absolument. Même Bon. ça, ces pièces et tout, c'est son idée. Exactement. C'était révolutionnaire. Il y avait des accessoires qui n'existaient pas encore dans la construction automobile en Europe. Les Cadillac des années 50, à conduire, c'est vraiment des voitures modernes. Ah oui? Ah oui, ça se conduit comme une voiture moderne. Et si on compare à des voitures françaises ou anglaises des années 50, c'est le jour et la nuit. T'as la direction Donc, assistée. la direction assistée, toutes les vitres électriques. Et puis, c'est une 6 places, un coupé 6 places, 3 personnes devant, 3 personnes derrière. Donc c'est vraiment une auto extraordinaire. On a l'impression que le tableau de bord est un cockpit d'avion. Complètement, un vaisseau spatial de l'époque. Spatial. Une option de l'époque sur le tableau de bord, ce qui s'appelle iTronic, passage automatique phare code phare. Non, ça En existait 59, déjà en 59. exactement, ouais. Et ce coupé, vous voyez, il n'y a pas de Montant central. montant entre les vitres avant et arrière. C'était assez révolutionnaire à l'époque de réussir avec une cinématique des vitres qui est juste géniale quand elles se baissent, quoi. Waouh! L'axe est ici, ça fait comme ça et comme ça. Magnifique. Est-ce que tu sais où est la trappe à essence sur la voiture? Je crois bien. Si sur celle-là, c'est... Attends. Ah, t'es bon quand même. Là, Hein. Là, Ouais, t'étais pas loin, Ah regarde. oui, c'est ça, ouais. Ah. Exactement. Déjà, avant 59, c'était déjà camouflé. Ouais. Tu sais où elle est, la trappe à essence, là? Bah, c'est facile, elle est là. Et non. Regarde, comme tout est merveilleusement pensé sur cette auto. Ah, j'allais y Là, venir. On appuie et hop, Oh, c'est dingue. on remplit directement le réservoir là. Extraordinaire, non? Ça sent l'Amérique. Quand tu approches de ces deux voitures, c'est un électrochoc pour ta rétine. C'est inconcevable, autant de tôles, autant d'appendices, autant de porte-à-faux dans une voiture.
On a l'impression qu'elles ont été dessinées par le vent, mais on ne sait pas dans quel sens soufflait le vent. On a l'impression que l'avant c'est l'arrière et l'arrière c'est l'avant. Tout est tellement massif qu'on s'y perd un peu. Pour les routes normandes, la Cadillac de 1955 est un peu surdimensionnée. 6 mètres de long, 3 mètres de large. Mais ce gabarit XXL n'empêche pas le Tone et Mathieu de savourer leur plaisir. On est en plein dans l'époque du rock'n'roll. Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, etc. Et regarde, mets la radio. Vas-y. Tutti frutti, all Rudy. Tutti frutti, all Rudy. Tutti frutti, oh. Alors c'est vrai que ce sont des voitures, on a de l'espace. On peut être 6, mais finalement ce sont des voitures qui sont totalement démesurées. C'est tout pour le design, pour l'œil du passant qui la regarde. Alors à l'époque, aux États-Unis, les Américains avaient un équipement de série extrêmement riche. D'abord, les 4 vitres électriques. Oh, c'est génial. Bien, hein. La capote électrique est électrique. Il y avait même, en termes d'accessoires, des distributeurs de cigarettes. Incroyable. Non. Mais si. Tu l'entends le V8 là? Ah, on l'entend bien. Magnifique. Ça grimpe, hein? Ouais, ça grimpe. Mais finalement, il suffit pas de beaucoup plus de puissance pour être heureux. Bah non, regarde, les Rolls, ça fait 200 chevaux et ça suffisait. C'était même suffisant. Au cours des années 1960, la culture américaine est bouleversée par l'arrivée à l'âge adulte des baby-boomers qui n'ont pas connu la guerre. Ils aiment toujours les voitures, mais pas celles de leurs parents, les lourds vaisseaux de l'ère Harley Earl. Ils sont attirés par les modèles européens conçus pour les loisirs, plus petits et plus sportifs, dont les ventes aux États-Unis explosent. Ces voitures étaient complètement différentes des grosses voitures américaines des années 40, des années 50. Elles étaient légères, elles ne consommaient pas grand-chose. C'est ce qui a plu réellement à la jeunesse des années 60. Les jeunes veulent emmener leurs copines au drive-in ou au fast-food et ils veulent pas y aller avec la voiture de papa. C'est pas possible, ça fait ringard. Ils veulent pas d'une voiture fonctionnelle, ils veulent une voiture sexy. Ils veulent une voiture qu'on voit dans les films. Pour répondre à cette soif de nouveauté, Ford dégaine le premier, grâce à un coup de génie de son patron de l'époque, Lee Iacocca. En 1962, il demande à ses équipes de concevoir un coupé sportif moderne avec 4 vraies places, bien dessiné et surtout bon marché. Cette voiture sort en 1964. Elle inaugure le concept des Pony Cars, ces sportives accessibles au gabarit raisonnable. Pony comme les petits chevaux sauvages du Far West. C'est la Mustang, un modèle qui va entrer dans l'histoire. C'est une voiture qui est bien dessinée et elle aura vraiment énormément de succès. Ford a trouvé le moyen de concevoir cette voiture en utilisant le maximum d'éléments déjà en magasin, de manière à limiter les coûts de production. La Mustang d'origine reprend les composants mécaniques de la Ford Falcon, une voiture milieu de gamme de très grande diffusion. C'est le secret de son prix très bas. 3 carrosseries étaient proposées. Toit rigide classique, cabriolet ou toit effilé en pente douce à l'arrière appelé fastback. À la place du 6 cylindres de la Falcon, on pouvait avoir en option un V8 plus sportif, mais c'était bien sûr plus cher. Pour conquérir la clientèle des jeunes conducteurs, Ford propose la version de base de la première Mustang à seulement 2 500 $, le prix d'une petite voiture européenne. On se dit, on ne va pas gagner de l'argent avec une bagnole qui coûte 10 $ de plus qu'une coccinelle. On va gagner de l'argent en proposant, comme sur les autres voitures, des options, plein d'options. Donc on va avoir des voitures qui seront disponibles avec des moteurs différents, des boîtes différentes, des finitions différentes. Et les résultats commerciaux vont tout de suite dépasser les espérances. Les ambitions de vente étaient de 200 000 voitures peut-être pour le programme. Ford en vend 620 000 en une année. Donc c'est un boom énorme. Donc tous les autres copient, tous les autres se mettent à en faire. La Ford Mustang existe toujours. Elle en est aujourd'hui à sa 6e génération. Depuis 1964, plus de 10 millions d'exemplaires ont été écoulés dans le monde entier, ce qui en fait la voiture de sport la plus vendue de tous les temps. En France, comme partout ailleurs, elle continue à incarner le rêve américain des années 60. Beaucoup de collectionneurs français, s'ils souhaitent acquérir une américaine, vont s'orienter sur une Mustang parce qu'elle offre un morceau d'Amérique adapté à nos routes. D'ailleurs, c'est un des rares modèles qui est devenu son nom de modèle. Et on a oublié le constructeur, la Mustang, c'est une Mustang.
Dans un parc de la région parisienne, Le Thône retrouve 3 collectionneurs qui ont réuni pour l'occasion 3 Mustangs noirs de 1964, un coupé, un cabriolet et un fastback. C'est la plus collectionnée au monde aujourd'hui. La Mustang? C'est un des mythes avec la Cox. On la retrouve dans 185 pays sur la planète. Il y en a même à l'île de Pâques. Ah ouais? Il y en a partout. Ouais. Et dans les films aussi, on en a vu beaucoup des Mustangs. Beaucoup. Pareil, c'est la plus filmée au monde. On est à 3500 films. Bullitt, Un homme et une femme. Il y a quand même 55 minutes d'images de Mustang dedans. Ouais. Il y a un Louis de Funès aussi. Le gendarme de Saint-Tropez et le gendarme se marie. C'est le meilleur second rôle du cinéma automobile, quoi. Elle est tellement proche des standards modernes que n'importe qui aujourd'hui peut la conduire. Ce qui est dingue, c'est la voiture américaine de petite taille, boîte automatique, direction assistée, frein à disque. Elle est hyper sécure. Et puis, on peut aller se faire une balade et confier son volant à quelqu'un d'inexpérimenté. Et ça, c'est hyper important. Et ça peut expliquer aussi son succès et sa longévité. Ça explique son succès. C'est une voiture populaire, mais élégante, quand même. Pour son baptême sur la route, Le Thône a choisi la version d'origine la plus répandue, le coupé de Patrick Serpagli, patron du garage L'Atelier Mustang à Nanterre. Ça marche, hein? Ça marche. Ah, hyper agréable. Moi, ce que j'aime, c'est le couple dans les voitures anciennes, c'est quand même agréable, quoi. C'est une bagnole qui attise la sympathie. Là, c'est un peu le terme Tintin, de 7 à 77 ans. À n'importe quel monde du monde entier, sur un trottoir, tu lui montres le museau de la voiture, il va te dire que c'est une Mustang. Il reconnaît le cheval, il va pas reconnaître forcément une Porsche ou une Maserati. D'ailleurs, même la nouvelle, tu la vois passer, tu sais que c'est une Mustang. Le son du moteur est fabuleux, la ligne est dingue, mais j'ai pas l'impression quand même que c'était une voiture qui était particulièrement en avance sur son temps technologique à l'époque. Ah oui, c'est sûr, quand elle est sortie, elle était déjà en retard technologiquement parlant, puisque elle est faite avec pas mal de composants des années 50, notamment les transmissions, la chaîne cinématique. Elle a quand même encore des lames de ressort à l'arrière. Ouais. Ford, qui a toujours travaillé à l'économie, ne sont pas lancés dans un programme de renouvellement de tous ses organes. Ce qui fait que c'est une voiture qui a un look un peu moderne, futuriste pour l'époque, mais avec de la mécanique assez retardée, va-t-on dire. Et quand elle est sortie, elle était déjà en V8, non? Le vrai départ, c'est un 6 cylindres qui était quand même assez poussif pour le poids de l'auto. C'est une voiture qui est faite de tout un panel d'options. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y en a réellement pas deux pareils. Aujourd'hui, il peut y avoir jusqu'à 8-10 000 euros sur la même voiture d'écart, suivant les options. Hein. Ah oui. Le Mustang aujourd'hui qui a le pont autobloquant, le 289 4V, le Rally Pack, tout ça la valorise. Parce qu'à installer aujourd'hui, ça coûte très cher. Toutes ces options proposées sur ces premières Mustangs répondent à une tradition très ancienne, le tuning ou customizing. Les Américains adorent personnaliser leur voiture, souvent pour participer à leur volant à des courses amateurs, sur route ou sur circuit. C'est ce qu'on appelle les hot rods, bielles chaudes en français, qui opposent des autos anciennes bricolées pour faire de la vitesse avec d'énormes moteurs. Ou les drag racing, quand ces bolides sont transformés en dragster pour des courses d'accélération. L'Amérique a une culture custom, hot rod, qui est arrivée après la guerre. Les jeunes Américains de l'époque ont envie de s'amuser avec des voitures et ils les amélioraient pour pouvoir les faire aller le plus vite possible. Et ce jeu dangereux se déroulait parfois en pleine ville. Ils les alléchaient complètement, ils préparaient les moteurs et ils faisaient des courses entre deux feux. Donc d'un bloc à un autre, il faut savoir qu'il y a plus ou moins une distance de 400 mètres. C'est là où est né le drag racing et c'est devenu finalement un sport national. Un sport et un loisir du dimanche rendu possible par la réglementation américaine, beaucoup plus souple qu'en Europe. Dans certains états, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre voiture. Vous pouvez mettre 2000 chevaux, vous pouvez rouler sans portière, sans capot, sans feu, et c'est sans limite. Ce culte de la liberté et de la vitesse atteint des sommets dans les années 1960. Et le phénomène n'a pas échappé aux constructeurs. Tous proposent alors des voitures au moteur surdimensionné, dérivées de leur modèle de série, beaucoup plus puissantes que la Mustang. Des bombes sur roues conçues pour procurer des sensations fortes. On les appelle les muscle cars. Ces muscle cars ont une capacité d'accélération prodigieuse. Il y a une avenue à Détroit qui est célèbre, c'est Woolward Avenue, où vous aviez des compétitions sur route ouverte d'accélération. Et donc un usage transgressif qui, quelque part, flirte avec le danger de la vie humaine. Une des muscle cars les plus connues est la Dodge Charger, lancée par le groupe Chrysler en 1966 et devenue une star de cinéma.
c'était la voiture du méchant qui poursuivait la Mustang de Steve McQueen dans Bullitt et celle de Vin Diesel dans Fast and Furious. Aujourd'hui, les Dodge Charger des années 60 ne courent pas les rues hors des États-Unis. Le Tone en a pourtant trouvé dans un garage à 30 km de Paris, dont celle de Fast and Furious, avec son monstrueux compresseur et ses prises d'air qui sortent du capot et son V8 de 7 litres. Nous sommes chez Franck Galliègue, un passionné qui a rassemblé ici une des plus importantes collections de voitures de cinéma en Europe. Les vrais modèles des films ou des répliques à l'identique. Autour de la Charger, on retrouve la DeLorean de Retour vers le futur, la Grande Torino de Starsky et Hutch ou la Ford Victoria de Men in Black. On voit vraiment à quel point l'automobile a une place importante dans le cinéma aux États-Unis. Les scènes nous reviennent en mémoire rien qu'en regardant les voitures. Dans les films américains, les voitures, elles ont un vrai rôle. C'est un personnage du film. Les Américains sont super forts pour toujours valoriser leur héritage automobile. C'est sûr qu'ils transmettent leur héritage et ils le préservent. Et aujourd'hui, pour n'importe quelle bagnole, même qu'à 40 ans, tu trouves les pièces n'importe où sur Internet. Tu peux swapper un moteur et acheter un V8 d'il y a 70 ans, le truc, il existe encore, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, cette voiture, c'est un peu la descendante des hot rods, quoi. Ouais, complètement. Et ils se sont tous amusés à faire ça à partir de la fin des années 60. Jusqu'à aujourd'hui, Dodge, ils se sont pas arrêtés. C'est les seuls même qui continuent vraiment à faire ça. C'était à course à qui avait le plus gros moteur. T'avais moteur de 10 litres même. Et là, on a 3 exemples de Charger qui sont la même voiture de base, mais t'as rien à voir au niveau de la transfo. Cette Dodge Charger qui est chère à mon cœur, il y a plein de versions. Ouais, celle-là, nous, on l'appelle Street Charger parce que c'est la version vraiment course de rue, rabaissée avec des suspensions super dures, le compresseur, etc. Là-bas, on a la Off-Road Charger, version tout-terrain, et on a la Ice Charger qui est une version plus Gymkhana, un peu comme Ken Block. Gymkhana, c'est faire des dérapages, des 360. Exactement. C'est du drift contrôlé avec une espèce de démo pour faire le show. Et tu crois que je pourrais l'essayer, celle-là ? Regarde s'il y a les clés dessus. Normalement, elle me parle, parce que ça parle, les voitures américaines. Je veux que tu me conduises, Stone. Elle est belle, elle est discrète. Très discrète. Elle fait pas trop de bruit. Puis t'as vu, en plus, il y a de l'ambiance, on n'a même pas démarré le moteur, on a déjà les émanations qui nous accueillent, on sent que c'est une voiture qui a du punch. On sent que l'essence c'est pas cher, vu combien il y en a à l'intérieur. Elle marche bien, hein. Alors, quand t'accélères, elle se lève de l'avant, là. Tu perds 2-3 dB à chaque accélération. Comment tu les trouves, ces voitures? Alors celle-là, on l'a acheté une vente aux enchères de voitures de Fast and Furious suite à l'arrêt du show qu'ils faisaient en Europe. Et c'est toujours des moyens un peu différents. Des fois, on les achète direct à Dennis McCarthy qui fabrique les voitures pour le film. D'autres fois sur eBay, d'autres fois à des musées américains. Il y a plein de sources différentes. Moi, j'adore celle-là, cette Charger. Ça me rappelle les premières préparations, les premiers hot rods. Et dès les débuts de l'invention de l'automobile aux États-Unis, la Ford T, les mecs, ils faisaient déjà des courses en ligne droite avec des gros V8 sur des bouts de bois, quoi. Je sais plus qui c'est qui disait la course automobile est née quand la deuxième voiture a été fabriquée. Qui ne serait pas impressionné par une Dodge Charger avec un gros V8 et un compresseur pareil. En plus, tu as une boîte de vitesse du haut vers le bas avec 3 vitesses et chaque vitesse est d'une violence incommensurable. Donc si je peux y retourner, j'y retournerai avec plaisir. J'ai adoré cette voiture. Les muscle cars sont emblématiques de l'Amérique triomphante des années 1960. Peu soucieuse de sobriété énergétique et totalement indifférente aux problèmes d'environnement. Mais tout va changer avec le double choc pétrolier de 1974 et de 1979. Mal préparé à la flambée des prix des carburants, trop focalisé sur le confort et les performances, et pas assez sur la consommation et la qualité de fabrication, les constructeurs américains vont alors tomber de leur piédestal et subitement basculer dans une crise dont ils auront du mal à se remettre. Ils étaient assis sur leur laurier et n'ont pas vu les choses évoluer, n'ont pas anticipé. Les gens se sont dit, oula, ça devient difficile d'acheter des voitures de 7 litres de cylindrée qui consomment 25 litres au 100, il faut retrouver des voitures plus économiques. Et l'industrie américaine n'avait pas vraiment de réponse à ces questions. Aucune recherche et développement n'a été poussée sur la réduction de consommation. Ça va être terrible pour l'industrie américaine parce qu'elle va mettre très longtemps à bouger. Une aubaine pour les constructeurs étrangers.
À partir de 1975, les marques européennes et asiatiques vont envahir les États-Unis avec des voitures mieux adaptées à la situation économique et en avance en matière de qualité de fabrication sur les Big Three. Vous avez l'industrie américaine qui est prise en tenaille par l'entrée de gamme japonaise qui se met à siphonner complètement ses ventes et le haut de gamme allemand qui arrive et qui surclasse tous les véhicules sur lesquels les marges étaient très importantes dans les trois grands groupes. Les géants de Détroit finiront par remonter la pente dans les années 1990 en renouvelant progressivement leur gamme pour s'aligner sur leurs concurrents. Ils bénéficieront aussi du retour à une énergie peu chère grâce à l'exploitation du pétrole de schiste au début du XXIe siècle. Mais ils seront durablement fragilisés et ne retrouveront pas leur splendeur passée. En 2009, après la crise financière des subprimes, le géant General Motors, qui fut longtemps le premier empire industriel au monde, s'est même déclaré en faillite. Il a fallu l'intervention du gouvernement Obama pour le sauver. Et Chrysler a dû s'allier avec Fiat avant de se fondre dans le groupe Stellantis en 2021. Ford est le seul des Big Three à avoir plutôt bien résisté. Grâce à ses filiales européennes et à sa position dominante sur un marché qui s'est toujours bien porté outre-Atlantique, celui des pick-up. Sorte de grosse camionnette pourvue d'un plateau ouvert à l'arrière, le pick-up était à l'origine un utilitaire destiné aux artisans et aux fermiers. Il est ensuite devenu un véhicule de loisirs et le compagnon favori des familles de l'Amérique profonde, celle des grands espaces et des zones rurales. Aujourd'hui encore, il représente la moitié des ventes de véhicules particuliers aux États-Unis. C'est vraiment une tradition très américaine. Aux États-Unis, il faut qu'on puisse tout faire avec sa voiture et ça devient un art de vivre, un style de vie. Le pick-up doit être gros parce qu'il faut qu'on puisse charger un quad, des motos, le barbecue, la grande glacière avec toutes les boissons à l'intérieur pour pouvoir faire la fête avec ses amis. Ce pick-up, il est 4x4, il est surélevé. Très souvent, il est encore plus surélevé lorsqu'on est dans des endroits où c'est difficile de rouler. Ça correspond à cette vie américaine qui n'est pas forcément celle qu'on vit dans nos banlieues de l'Île-de-France. Ford règne depuis des décennies sur le marché des pick-up. Sa gamme F-Series, lancée en 1948, en est aujourd'hui à sa 14e génération. Elle s'est vendue à plus de 40 millions d'exemplaires, un record inégalé dans l'histoire de l'automobile. Son modèle phare, le F-150, existe toujours sous la forme d'un énorme 4x4 qui offre jusqu'à 6 places dans l'habitacle. Et il reste un best-seller, la preuve que les grosses voitures thermiques américaines n'ont pas dit leur dernier mot. Un des premiers pick-up fut la déclinaison utilitaire de la Ford T commercialisée à partir de 1925. Avec sa F-Series, créée après la guerre, Ford en a fait un véhicule polyvalent aussi facile à conduire qu'une berline haut de gamme et offrant le même niveau de confort malgré sa taille et son poids. Aujourd'hui, le F-150, la version la plus vendue, fait 5,30 m de long et pèse à vide 1,8 tonne dans sa configuration 2 places. Et avec une cabine double à 5 places, on passe à 5,90 m et près de 2 tonnes. Une fois et demi le gabarit d'une Renault Clio. Certains modèles ont un moteur V8 dont la puissance peut aller jusqu'à 760 chevaux. En France, le F-150 n'est pas distribué par Ford, mais des importateurs comme American Car City, en région parisienne, en proposent aux amateurs de gros pick-up. Flavien Bonadonna, un de ses responsables, présente à l'automne une version Raptor V6 de 2023. À cause des frais et des taxes, son prix chez nous dépasse 160 000 €, 2 fois plus qu'aux États-Unis. Ça, c'est l'Amérique. T'as vu la taille de la benne là? C'est plus grand que mon appart à Paris, je crois. Alors, j'ai vu qu'il y avait une astuce pour descendre. Regarde. Ça, c'est moderne. Hein. C'est moderne. Ah ouais, ça, c'est très très moderne. Et attends, pour pas que tu te fatigues de trop, pour te tenir. Ah oui, pour descendre. Oh, mais c'est chic. T'as le cendrillon qui va au bal. Et après, hop, hop. Attends, mais t'as les centimètres et les pouces là, tu peux couper des trucs sur... Exactement, ouais. Tu as quand même des petits trous pour mettre des serre-joints et pour pouvoir prendre des mesures en même temps que tu peux découper sur le bord de ta fermeture de benne. Ça a quand même pas mal évolué, hein, parce que je me souviens des premiers pick-up américains, c'est plus rustique que ça.
Par contre, vu la taille et le gabarit, c'est pas du tout adapté à nos routes européennes, quoi. C'est vrai que c'est un peu large. C'est un peu comme si tu roulais tous les jours avec un utilitaire, en fait. Donc on peut le faire, quoi. Si je me trompe pas, cette version, c'est pas le V8, c'est une version V6. V6 3,5 litres EcoBoost biturbo qui fait 456 chevaux. C'est pas un V8 comme on entend le plus souvent aux États-Unis, mais ça reste un véhicule qui du coup est un peu plus économique en termes de consommation de carburant, tout en ne mettant pas de côté l'agrément de conduite. Tu peux toujours tracter ton camping-car. Absolument. Avec ton quad, avec tes jet skis et avec tes motos derrière si tu pars en vacances. Alors tu sais, il y a un truc typique de Ford que j'aime bien, c'est le code d'entrée dans les véhicules. Donc c'est un code à chiffres que tu crées toi-même. Que tu paramètres, c'est ça. Et tu peux ouvrir ta voiture si t'as pas la clé. Exactement. Mais par contre, tu peux pas la démarrer. Alors non, il y a mieux. On peut, comme sur beaucoup de véhicules américains, la démarrer à distance. J'ai l'impression qu'on est arrivé au Colorado en fait, en partant de Paris. C'est clair. On est plutôt hyper bien assis là. Je sens que la route, elle est vraiment défoncée. Bah, pour le coup, c'est du off-road là. Et là, on peut faire du dragster. Exactement. Il a un bon son, hein, ce petit moteur. Un petit V6 ronronne bien. Il y a des clapets un peu modernes. J'ai mis les suspensions off-road, mais j'ai mis le moteur en sport. D'accord. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc d'américain. C'est-à-dire que tu peux avoir la sonorité du moteur sportif avec un gros bruit, mais en même temps, tu es dans ta partie utilitaire. C'est ça, exactement. Ce qui change maintenant dans ce F-150 qui est tout moderne, c'est qu'il y a des modes de conduite. C'est beaucoup plus simple de tourner le bouton et de se mettre en mode montagne quand on est à la montagne que de jouer avec les rapports de boîte courte. C'est moderne et j'avoue qu'on ne sent absolument rien. C'est un canapé roulant. On peut à mon avis traverser le Colorado off-road sans avoir mal au dos. Ils sont forts, les Américains, sur cette capacité à faire évoluer tout le temps leurs produits. C'est ça. Finalement, je pense que ça joue quand même pas mal de la nostalgie. Puis leurs grands-parents avaient des F-150, leurs parents avaient des F-150, ça se transmet. C'est ça, comme on dit en anglais, legacy, l'héritage. Dans l'histoire américaine, le F-150, ça fait partie de l'héritage. Poids lourd capable de transporter une charge de 500 kg sur sa benne, le F-150 Raptor consomme en moyenne 15 litres au 100. On est loin des standards européens, mais Ford s'est mis à la page. Un F-150 100% électrique appelé Lightning a été lancé en 2021 en Amérique du Nord. Joe Biden, en personne, a été l'un des premiers à l'essayer. Le succès a dépassé les espérances. 200 000 exemplaires vendus dès la première année. La batterie de ce pick-up est tellement puissante qu'on peut l'utiliser pour recharger celle d'une autre voiture électrique, comme la Ford Mach-E, une des dernières nées de la gamme Mustang. Sur le circuit de Clastres, dans les Hauts-de-France, le Tone a essayé cette Mustang Mach-E dans sa version la plus sportive, la GT, qui démontre la capacité du constructeur américain à s'adapter aux nouvelles normes anti-pollution. Il est accompagné par le journaliste Stanislas Laroumet, un fan des Mustangs à moteur thermique. Toi, je sais que tu aimes la première Mustang, mais pourquoi ce ne serait pas la deuxième Mustang? Ah, mais il n'y a pas eu que deux Mustangs. Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle Mustang? C'est la Mustang 2.0. Et là, on a une version GT qui est la plus puissante. Il fait quand même, attention, tu es assis? Oui, tu es assis. Oui, je suis assis. 487 chevaux. Donc, je te laisse le soin d'accélérer à fond dès que tu t'en sens capable. Eh ben, regarde, dans le virage, on va voir ce que ça donne. Eh ben, en plus, c'est une 4 roues motrices, donc ça tient bien la route. Mais t'as vu, ça bouge un peu quand même. Hein. Ça glisse un peu, c'est pas mal. En plus, il paraît qu'on peut avoir le son d'un V8 reproduit. Alors, ne bougez pas, mon cher monsieur. Ouais. Regarde, là, si j'accélère, on est dans une Mustang. Ça fait un bruit de V8 et ça accélère fort. Par contre, faut freiner tôt. Attention, accroche-toi. Ah oui, c'est un peu mouillé aussi. Hein. Oh, ça glisse. Ah bah quand même. Là, on voit Mustang là. Est-ce que c'est pas une Mustang ça? Un peu. Bon, c'est vrai qu'il y a du poids. Hein. Bah, ça pèse 2,4 tonnes quand même. Donc forcément, pour avoir des super performances, il faut beaucoup de chevaux. Mais aussi, l'avantage des voitures électriques, bon, ça c'est une généralité, c'est qu'elles ont toutes beaucoup de couples et disponibles immédiatement. Et ça c'est génial. Ça c'est génial. Tu vois, on pourrait drifter avec, puisque justement, tout est disponible tout de suite. Là, franchement, c'est bluffant. On passe à 140 dans le virage. Allez. Ah. Elle a envie d'y aller, hein. Ah, elle a envie d'y aller. Mais tu vois, elle pivote quand même. C'est pas mal, hein.
Mais l'accélération, c'est génial, l'électrique, pour ça, les gens vont adorer. Ouais. Donc ils savent quand même tout faire, Ford. Comme tous les constructeurs américains, Ford a de grandes ambitions sur le marché de la voiture électrique qui progresse à toute vitesse aux États-Unis comme en Europe ou en Asie. Les technologies développées sur ces modèles les plus chers ont vocation à se retrouver progressivement sur toute sa gamme. Ford a pris, à mon avis, la bonne direction. C'est par l'image de la Mustang qu'ils vont aller chercher le marché électrique. Et là, c'est très intelligent parce que ça permet de se mettre tout de suite à peu près au même niveau que Tesla dans l'imaginaire, on va dire, des Américains et du monde entier. Cette stratégie qui consiste à élargir son offre électrique du haut vers le bas est en effet calquée sur celle de Tesla, qui fait aujourd'hui la course en tête dans les nouvelles technologies automobiles et les moteurs électriques. La firme d'Elon Musk a d'abord construit son image dans le très haut de gamme, puis a lancé des voitures plus accessibles, comme la Model 3, descendue en France en 2023 sous les 40 000 € avec le bonus écologique. Et elle a annoncé étudier le lancement d'une compacte encore moins chère. Sa force est aussi d'avoir développé son propre réseau de bornes de recharge rapide, appelé superchargeur, et son système sans équivalent de mise à jour électronique de toutes ses voitures. Retour sur le circuit de Clastres, dans les Hauts-de-France. Devant les deux modèles les plus performants de Tesla, la S-Plaid et la X-Plaid à porte-papillon, le journaliste Maxime Fontanier explique à l'Autone pourquoi cette marque a pris de l'avance sur toutes les autres. Tesla, ils sont forts sur l'autonomie. Ouais. C'est aussi le nerf de la guerre. Il y a une grosse différence suivant les modèles électriques. Les Tesla, d'une part, sont un peu moins lourdes que leurs concurrentes. Ensuite, elles ont des moteurs beaucoup plus performants, des systèmes de réductance variable, donc des moteurs qui vont optimiser leur magnétisme. Ouais. Il y a aussi les batteries, la façon dont elles sont régulées au niveau de la température. L'aérodynamique, c'est aussi pour ça que le design n'a pas évolué en 10 ans parce que l'aérodynamique est vraiment très efficace. Et en plus, un système de recharge adapté, donc la voiture elle sait où elle peut aller. Explique-moi ce que c'est un superchargeur, parce que c'est très important dans l'électrique. Alors pour donner un ordre d'idée, quand tu branches une voiture électrique sur une prise standard, ça va envoyer 2,5 kW de puissance. Un superchargeur, c'est 250 kW. C'est comme si tu ouvrais un robinet où il y a un petit filet d'eau et en fait, tu as une grosse vanne où tu peux envoyer plein d'eau. Est-ce que tu crois pas qu'avec Tesla, on vit un peu ce que vivaient les ingénieurs de l'automobile au début du XXe siècle, c'est-à-dire une nouvelle façon d'aborder l'automobile? Ouais, c'est ça, on est à un carrefour en fait, c'est l'automobile numérique. Et il y a Henry Ford qui a inventé l'automobile de grande série et Elon Musk, il a fait passer l'automobile de grande série dans le monde du numérique en faisant une voiture ordinateur connectée. Le succès de Tesla témoigne du retour en force des constructeurs américains après leur passage à vide à la fin du XXe siècle. Désormais assainis financièrement, ils bénéficient en outre d'un avantage, la suprématie des États-Unis dans les technologies automobiles de demain. Cette automobile, on la voit de plus en plus informatisée, de plus en plus connectée et en fait intégrant énormément de valeur ajoutée en matière grise. Force est de constater que les champions de tout ce qui est informatique, les GAFAM, ils sont aux États-Unis. Et on pense que 40% de la valeur d'un véhicule futur, ça va être lié à l'informatique. Là, la place des constructeurs américains est assez considérable. Une nouvelle révolution est en effet en train de bouleverser l'automobile mondiale. Celle du XXe siècle avait commencé à Détroit avec le lancement de la Ford T. Celle du XXIe siècle viendra sans doute encore une fois de la puissance et de l'inventivité américaine.